Habiter ici et le monde. On y parle d'architecture, d'espace urbain et du paysage. De celles et ceux qui y habitent, de celles et ceux qui y travaillent. Des interrelations qui s'y nouent. D'un horizon soutenable pour habiter ici et le monde. Une émission de Valérie Didier. Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Radio Anthropocène. L'émission Habiter ici et le monde consacre 7 épisodes à l'exploration de la question de la transformation urbaine et architecturale à partir de projets et réalisations de l'agence Looking for Architecture au croisement des enjeux à relever aujourd'hui. Ces 7 numéros font partie intégrante d'un processus éditorial, un livre édité par les éditions 205 et Cité Anthropocène et qui sortira dans toutes les bonnes librairies fin février 2025. Construire reste le standard dans le monde de l'architecture, mais nous savons que le secteur de la construction et le fonctionnement des édifices sont à l'origine de près d'un cinquième des émissions de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, consomment des matières premières ou transformées qui ne sont pas renouvelables et sont la source de multiples pollutions. En réponse, une des voies ne serait-elle pas celle de s'emparer du déjà là, réimaginer, projeter de nouveaux usages, trouver des solutions, faire la démonstration de l'agilité. Conscient de nos interdépendances, il s'agit maintenant de coopérer. Cet épisode fictionné se nourrit du festival de musique électronique Nuit Sonore. Sa singularité repose sur le fait qu'il investit depuis 20 ans des espaces publics et des lieux, le plus souvent en friche, voire oubliés des publics, et qu'il nous a transportés et transporte aux marges de la cité. Habiter ici et le monde. Une émission de Valérie Didier. Pour parler de tout ça, j'ai le plaisir d'accueillir 7 invités. Vincent Carrier et Frédéric Joly, bonjour. Thierry Cabécas, dit Caracas, vous me direz comment vous préférez que je vous appelle. Jean-Philippe Aubanel et les architectes de l'agence LFA, Laurent Grabert, Antoine Trellat, Émile Laurent. Voilà. Et je rappelle que nous enregistrons dans l'agence de LFA et cette série radiophonique sur les questions de la transformation urbaine et architecturale. Vincent Carrier, vous êtes directeur général d'Artifarty, directeur de Nuit Sonore et président de la Gaîté Lyrique. Artifarty est une association créée en 1999 qui œuvre notamment dans les domaines de la musique et de la création visuelle et graphique, et je dis bien notamment. Et c'est Artifarty qui crée le festival Nuit Sonore en 2003. Est-ce que vous pouvez, assez rapidement, et je sais c'est compliqué, mais nous raconter un peu la genèse de ce festival autour de la question des musiques électroniques ? Merci déjà pour votre invitation. Bonjour. Petite précision, je ne suis plus le directeur de Nuit Sonore depuis quelques jours, puisque j'ai eu l'immense joie de transmettre ce magnifique flambeau à ma très chère collègue Frédéric Joly, ici présente, qui est donc la nouvelle directrice de Nuit Sonore. La genèse, c'est très simple. C'est une rencontre autour d'une idée de faire un festival qui était né un peu en dehors de Lyon, puisqu'elle était née à Barcelone. Cette idée, il y a une alternance politique en 2001 qui se joue dans un certain nombre de villes de France. D'ailleurs, c'est marrant parce que les élections municipales de 2001, c'est une vague de droite. Mais il y a 3 villes qui font le mouvement inverse. C'est Paris, Lyon et Dijon. Et la gauche, on appelait à l'époque de Jospin la gauche plurielle, gagne les élections dans ces 3 villes. Delanoë à Paris, Colomb à Lyon, et donc il y a l'intention quand même de faire bouger les lignes sur le paysage culturel. Et il avait comme président de son comité de soutien le maire de Barcelone à l'époque, Juan Clos, avec qui on avait eu l'occasion de dîner à Barcelone, moi à l'époque en tant que journaliste culture, parce que dans ma carrière d'animateur de la scène musicale, j'avais fait une petite pause de 7 ans pour des raisons alimentaires vers la critique cinéma, critique musique, etc. Et donc, j'étais journaliste à ce moment-là. Et on avait parlé de l'impact de Sonar sur la transformation de Barcelone, justement, puisque le mot transformation est en jeu sur cet échange. Et
j'avais fait passer le mot à un certain nombre de personnes de la collectivité, enfin de la future collectivité, puisque c'était pas encore élu à ce moment-là, leur dire si un jour vous gagnez cette ville, il y a un sujet d'utilisation d'un festival pour transformer la ville, parce que ce serait génial. Et en l'occurrence de musique électronique, parce qu'il y avait une scène à Lyon qui était importante. Alors, ce qui était particulier au début des années 2000 à Lyon, c'est qu'il n'y avait pas de grand festival de musique. Dans toutes les métropoles françaises, il y avait les Transmusicales de Rennes, il y avait des festivals, il y avait le Printemps de Bourges, les Eurocaines de Belfort, et c'était souvent un nom de festival adossé à un territoire, ce qui voulait bien dire qu'il y avait un enjeu de marketing territorial quand même, et puis de transformation. Et on n'a jamais voulu que ça s'appelle les Nuits sonores de Lyon, mais avec les 3 fondatrices d'Artifarty, Frédéric Joly, Violaine Didier et Cécile Chaffard, et puis 3 garçons, un peu plus si on compte Cédric Dujardin qui nous a rejoint très vite, mais disons Patrice Moore, Sébastien Deveau, Agoria et moi-même, on s'est mis à bosser sur un projet dans ma cuisine, 24 Montée Saint-Sébastien, sur les pentes de la Croix-Rousse, et puis on y a bossé pendant plusieurs mois. Et à la fin de l'année 2002, on a présenté ce projet, notamment à la ville de Lyon, mais pas que, parce qu'on a eu aussi la chance à l'époque d'avoir le soutien de la région dès la première année, ce qui était très rare, et d'autant plus que la région post-apocalypse de l'alliance entre Millon et le Front National était dirigée par Anne-Marie Comparini, avec un arc républicain, comme on disait à l'époque, et donc n'était pas de la même couleur politique que la mairie. Donc on avait les 2 collectivités, et puis un certain nombre de partenaires privés qui sont venus assez vite. Voilà. Je vous remercie, Vincent Carry. Et donc, dès le départ, vous avez pensé que c'était intéressant de s'installer, de disséminer le festival en différents lieux, différentes temporalités, d'être dehors, d'être dedans, de s'affronter à des lieux qui étaient parfois dans des états quand même assez catastrophiques, en tout cas qui n'étaient pas dévolus à ces questions-là, c'est-à-dire s'affronter à une difficulté supplémentaire d'autorisation. On imagine très bien la lourdeur derrière du travail à mener. Il y a 2 choses intéressantes. La première, c'est que la copie qu'on a écrite en 2002 est finalement, 20 ans après, et à l'aune de ce qui s'est passé et dans la perspective de la 21e édition, ça a très peu changé. C'est-à-dire que l'armature qu'on a imaginée en 2002 est restée très stable, avec notamment cette question d'un festival mobile, à la fois à l'intérieur d'une édition et d'une édition à l'autre. C'est-à-dire qu'à l'intérieur d'une édition, Nuits Sonores dessine des parcours, vous l'avez dit, dans l'espace public, dans les lieux du patrimoine. On a coutume de dire, nous, du patrimoine révélé ou non révélé. Révélé, c'est quelques très grandes histoires comme l'Hôtel-Dieu, par exemple, c'est peut-être la plus significative, mais des choses très symboliques comme la piscine du Rhône, par exemple, ou voilà. Et puis non révélé, c'est cette histoire des friches industrielles, en effet, puisque le Technicentre SNCF de la Mulatière est le 8e grand site industriel qu'on investit, avec toute la complexité que vous avez évoquée. Mais ça, c'était vraiment un élément très très fort du projet. C'est en fait comment une histoire artistique se raconte différemment selon l'endroit où elle se déroule. Et ça, c'est évidemment quelque chose de très important, puisque c'est pas du tout la même chose de faire jouer un artiste dans une SMAC, aussi cool soit-elle, que de le faire jouer le même artiste dans la cour de l'Hôtel-Dieu ou sur la terrasse de la piscine du Rhône avec le coucher de soleil ou à 7h du mat dans une friche industrielle revisitée. Voilà. Et donc ce lien entre proposition artistique et lieu, la question des lieux ayant toujours été extrêmement sensible chez nous, a été au cœur de la réflexion. Et ça s'est traduit par des programmes, donc à la fois des nuits, des jours, un parcours associé au début qui était très lié à des propositions, on va dire, liées à l'art graphique, à l'art contemporain, à la création visuelle, etc. Puis qui petit à petit est devenu un programme plus large qui s'appelle aujourd'hui Extra. Une proposition de festival pour les enfants, un parcours avec les lieux de diffusion musicale plus traditionnels, on va dire, de la ville, sous la forme d'un circuit, dans la 2e nuit du festival, le jeudi, et puis beaucoup d'espaces publics, avec ce qui s'est appelé d'abord les apéros sonores, qui s'appelle aujourd'hui Public Domaine, et puis aller à la rencontre aussi des espaces verts de la ville, avec des formats de sieste, qui se sont appelés Sunday Park aussi, enfin, qui ont eu plein de noms différents.
les noms ont changé, mais les concepts sont restés à peu près constants. Et aujourd'hui, le festival garde encore ça. On en parlait ce matin même avec la nouvelle directrice du festival et avec l'un de ses 2 adjoints, Pierre Zemet, qui assure aussi la direction artistique. La question de maintenir l'espace public, par exemple, dont on a été privé pendant les années Covid, est un sujet très très important. Parce que le public du festival y tient. Les Lyonnaises et les Lyonnais tiennent à cet aspect-là. Je vous remercie Vincent Carry. Je me tourne vers les architectes de LFA parce qu'il me semble que l'intrication entre musique électronique et architecture est ancrée à Lyon depuis longtemps. Vincent Carry évoquait un contexte qui était favorable aussi à l'émergence d'un festival sur la question des musiques électroniques. Et je crois savoir que l'école d'architecture, où vous étiez peut-être encore dans ces années-là, était déjà un bon terreau de ces rapports. Laurent Grabert. Oui, tout à fait. Donc, avec Antoine, donc, du coup, on s'est rencontrés en première année d'école, sur les bancs de l'école, à l'École nationale supérieure d'architecture de Lyon, qui était déjà, depuis quelques années, donc à l'époque c'était en 1997, était déjà un lieu de rendez-vous au travers de ces célèbres happy hours des vendredis soirs, notamment où on retrouvait Patrice Moore, tout le clan un petit peu de l'époque rhône-alpin de Techmix. Ces vendredis soirs, et donc c'était un lieu qui était assez reconnu pour ces expériences musicales qui étaient assez rares à l'époque et qui en plus se déroulaient en même temps qu'on avait un paysage politique sur l'apparition des rêves et notamment de lutte contre ces rêves partis qui était assez dynamique à Lyon sous la période Raymond Barre, puisqu'il y avait eu donc pas mal d'événements de grande envergure annulés à Lyon et qui avaient fait l'objet du coup de la création de l'association Technopole. Du coup, à Lyon, nous, à l'école, on était, je pense qu'Antoine comme moi, on était assez étrangers à ce milieu de la musique électronique. Et du coup, ça s'est venu un peu comme une révélation, un peu christique comme ça, avec Patrice Moore. Moi, je suis resté scotché devant lui. Et ce qui a aussi nourri une forme initialement de passion déjà pour les cultures électroniques et pour la musique électronique. Et puis, avec cette formation d'architecte, on s'est mobilisé, je dirais, avec Antoine pour essayer de voir comment mêler cette culture musicale et donc artistique assez dense et qui remonte au début du XXe siècle, avec la question de l'esthétique du bruit, comment c'est devenu des éléments à matière, et puis évidemment en parallèle des évolutions technologiques. C'était des choses qui résonnaient évidemment nous en tant que jeunes architectes qui apprenons un peu à ce qu'était l'architecture. Ça résonnait naturellement en nous. Donc avec ça, on a fondé une association qui s'appelait Architech, assez simple, architecture, techno, et du coup on a trouvé nos premiers terrains, je dirais, d'expression au travers du festival Nuit Sonore, et on a pu, comme ça, avec cette casquette de jeunes étudiants à l'école d'archi, investir des lieux assez intéressants et où on a pu déployer, avec l'aide de Jean-Philippe Aubanel, notamment différents concepts à la chapelle de la Trinité, par exemple, où on avait regroupé un label de musique allemand qui s'appelait Rasternoten, Alvan Otto, et puis on avait fait toute une expo avec déjà à l'époque une micro-architecture constituée de petits containers. On avait fait toute une thématique autour du collectif Archigramme aussi, qui est un collectif archi des années 70, qui réfléchissait à ces notions de ville événementielle et d'architecture un petit peu du spectacle, qui résonne avec le monde forain, avec la question du cirque, et puis cette question vraiment événementielle et comment ces espaces-là mobiles viennent s'entrechoquer avec des lieux du patrimoine. Donc ça, on a développé un petit peu ce regard-là et cette culture-là à l'école, et puis après, ça a donné l'objet de manipulation de différents ingrédients. Oui, on a... Antoine Trellat, oui. On a très vite compris la capacité de l'image sociale de l'architecte à proposer des projets, à avoir une première porte d'entrée à travers cette casquette de l'architecte qui nous permettait justement de faire rentrer dans des lieux culturellement ou socialement très identifiés, comme les Jardins des Lacs ou la fameuse chapelle, et qui nous permettait en tant qu'architecte de proposer un projet alternatif
Et du coup, ce pouvoir, entre guillemets, de l'architecte de faire passer un message nous a tout de suite conduit à proposer à investir différents lieux, comme le disait Laurent. Je me rappelle très très bien d'une édition à l'ELAC. Je rappelle que l'ELAC, c'est l'espace lyonnais d'art contemporain. C'était le premier lieu d'art contemporain dans cette bonne ville de Lyon, avant que nous ayons effectivement l'IAC, ou plutôt le nouveau musée, puis l'IAC et le musée d'art contemporain. Donc je vais poursuivre avec la question de l'art, et vous avez cité Jean-Philippe Aubanen, et ça tombe bien, il est à notre table. Donc Jean-Philippe Aubanen, vous êtes artiste et enseignant à l'École nationale supérieure des beaux-arts de Lyon. J'espère que je ne dis pas de bêtises. Et vous avez enseigné à l'École nationale d'architecture de Lyon. Donc, est-ce que enseigner les arts plastiques à des architectes en herbe, en devenir plutôt, est-ce que ça a orienté votre manière votre récit, la manière dont vous avez travaillé avec eux? Voilà. Est-ce que quand on enseigne l'art plastique à des étudiants d'architecture, c'est différent qu'à des étudiants en art? Ou est-ce que pas du tout, vous vous êtes dit, ils sont assez grands et ils vont se débrouiller, et normalement ils sont assez malins pour... Oui, il y a un peu des deux. Un peu des deux. Il y a un peu des deux. Je n'enseigne plus à l'école. Je suis trop vieux maintenant. Et c'est une question compliquée. Tout ça est très complexe. Oui. J'utilisais toujours un jeu de mots que je rabâche depuis des années. Je l'ai dit souvent à Laurent et à Tony. DJ Lolo, je l'appelais Laurent, parce que quand il faisait ces musiques-là, c'était super. Je leur disais, j'ai l'intention de faire de vous des architectes et non pas des architectes. Donc j'essayais toujours de leur, non pas imposer, mais de leur suggérer que le mot art était indissociable de leur future pratique. D'ailleurs, ils sont devenus architectes en pratiquant en dehors de l'école. À l'école, pour moi, on en parlera une autre fois, mais c'est pas là qu'on apprend à être architecte. D'ailleurs, les travaux de leur fin d'études ont prouvé que j'avais pas tout à fait tort, puisque les deux ont choisi des éléments pour valider leur cursus, qui étaient, pour moi, beaucoup plus proche de ce qu'on nomme art, quoique art, encore la définition est complexe, mais ils ont pigé qu'il y avait un moment de liberté qu'ils ont su prendre. Et pour moi, c'était ça, mon grand plaisir, c'est de leur avoir permis d'avoir un peu foutu le feu dans la tête, d'avoir permis, c'est pas prétentieux, j'espère ce que je dis, mais de leur avoir permis de tenter la chose, de tenter l'expérience, d'être expérimental dans un domaine qui leur plaisait. Antoine, c'était l'art contemporain. Laurent, c'était la musique, comment on dit, la musique techno, ouais, la techno-musique, avec beaucoup de références. Ce que j'ai toujours aimé chez ces deux Lascar, c'est qu'il y avait quand même des bases solides. C'était pas n'importe quoi. Maintenant, le fait qu'on pose la question maintenant et qu'on fête les 20 ans, les 21 ans, les 20 ans de cet événement, c'est, je dis, les temps héroïques sont finis, quoi. Maintenant, on passe à autre chose, ça devient plus différent, confortable. Maintenant, Vincent disait tout à l'heure, on a changé les noms, mais les choses restent les mêmes. Il y a quand même 20 ans, quoi. Oui, 20 ans, mais après, c'est normal que les choses évoluent et se transforment. C'est beau d'avoir 20 ans, oui. Alors justement, Frédérique Joly, donc vous êtes directrice d'Artiferti depuis peu et je vous en félicite. Quel rapport Elle est co-directrice d'Artiferti depuis un petit moment déjà, mais là elle est nouvelle directrice de Nuit Sonore. C'est de véritables poupées russes en fait. C'est compliqué, il y a une structure et un festival. Mais ce qui est normal. C'est une aventure collective. C'est une aventure collective, donc ça c'est déjà très beau parce que j'ai cru comprendre c'est depuis 20 ans, enfin un peu plus même puisque l'association c'est voilà 99.
Justement, quel rapport Nuits Sonores entretiennent-elles avec justement les lieux qu'elles investissent donc temporairement, parce que je rappelle que c'est vraiment un énorme travail pour quelque chose de temporaire. Un festival, c'est temporaire. Nuits Sonores n'a pas investi. Peut-être qu'un jour ça arrivera. Un lieu pérenne, par exemple, toute l'année, ça arrive, ce genre de transformation. Je dis pas qu'il faut le faire, bien sûr, je ne rentrerai pas là-dedans, mais ça aurait pu, ça pourrait arriver. En tout cas, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Peut-être. Autrement dit, Frédéric Joly, comment les cultures alternatives, puisqu'il s'agit de ça, ont mis en lumière ces délaissés urbains qui sont effectivement, comme l'a rappelé Jean-Philippe Aubanen, peut-être de moins en moins des délaissés urbains, parce que effectivement, vous installez aujourd'hui dans des lieux qui souvent ont été rénovés, en tout cas, on en parlera plus tard, mais qui ont un peu plus de confort, et qui ont été... Surtout, vous avez accompagné des grands projets urbains de cette métropole. C'est assez frappant quand on regarde comme ça ces 20 années. Investir des quartiers entiers. Je pense à Gerland, je pense à Confluence, bien sûr, à la Mulatière demain. Vèze aussi, vous étiez... donc ça, et j'en oublie, bien sûr, mais c'est intéressant, cette interface avec cette transformation globale de la ville, de la métropole, puisque il s'agit de ça. Frédéric Joly. Pour alimenter un peu ma réponse, je vais même aller plus loin que le début de Nuits Sonores. Je vous parlerai même de la genèse d'Artifarty, puisqu'en fait, Lyon était et toujours une ville culturellement très institutionnelle, avec des très beaux établissements, des très beaux lieux culturels. Au départ, on avait envisagé de faire un premier festival de musique électronique un peu expérimentale, ambiante, aux subsistances. Et on n'a pas eu le soutien de la ville à ce moment-là. Et donc la première étape a été de trouver un lieu en capacité de nous accueillir. Et notre premier interlocuteur un peu attentif et avec une envie de nous aider, ça a été la SEM Lyon-Confluence, sur l'objet de ce qu'on appelait à l'époque l'entrepôt des sucres. C'est-à-dire, c'est une histoire qui même remonte à avant la sucrière. Et en fait, avec la SEM Lyon-Confluence, on va démarrer une collaboration qui va durer dans le temps, puisque en fait, on a travaillé avec eux, on travaille toujours avec eux en étant aujourd'hui encore dans le territoire de Confluence, sur une quantité d'espace que même on n'a pas révélé à l'occasion de Nuits Sonores, mais qu'on a utilisé dans les interstices de nos programmations, puisqu'on a, par exemple, travaillé sur un lieu magnifique qui s'appelait la Générale Agricole, qui avait un fantastique transborder aussi qui tombait sur la Saône, et dans laquelle on a fait plutôt des résidences, et puis quelques espaces de prototypage ou de workshop, des choses comme ça, mais donc qui étaient en marge de Nuits Sonores. Il y avait un autre lieu à côté de la patinoire qui s'appelait le 21 Cours Charlemagne, je crois, où là aussi on a fait quelques ouvertures pour des artistes, mais c'était vraiment à la marge. Donc on a travaillé avec eux sur plein d'espaces, et il y avait à la fois une motivation qui était d'explorer justement des territoires, parce que quand on a commencé à la Sucrière, on nous disait quand même pourquoi aller à la Sucrière, c'est tellement loin, il vaudrait mieux aller au transborder. Alors aujourd'hui, maintenant que Confluence existe, est sorti de terre avec tous les tramways, etc., on n'imagine pas penser que le transborder est plus près que la Sucrière. Lyon a tellement changé, mais à l'époque, c'était tellement éloigné. On était sur ce port Rambaud qui était quand même un peu obscur. Nous, on adorait cet espace-là. Il y avait ce grand portail, et puis on enchaînait comme ça des usines. Il y avait les Salins du Midi, dans lesquels on a fait aussi plusieurs magnifiques exploitations. Donc, je dirais que ça a été à la fois une contrainte, c'est-à-dire on n'était pas forcément les bienvenus au tout départ dans les institutions culturelles lyonnaises. Il y avait quand même une volonté dès le départ pour nous d'être vraiment positionnés sur un terrain exploratoire. Comment est-ce qu'on se réapproprie la ville? Comment est-ce que ces cultures qui étaient quand même un peu mises au banc, on va les imposer petit à petit en allant sur des terrains où finalement on est libre d'aller, puisque ça n'intéresse pas forcément les Lyonnais, mais donc on va aller chercher la jeunesse et on va l'emmener donc à Confluence d'abord, et puis en effet après à Vèze, par exemple sur les anciennes usines de Esseli.
à Gerland, etc. etc. Et pour parler aujourd'hui de ce qui va se passer à Oullin-la-Mulatière, c'est un territoire qu'on observe, nous, depuis 2016 et qu'on a vu déjà évoluer au fur et à mesure des travaux qui ont été menés par la métropole. On a regretté, par exemple, au moment où ils ont finalement avancé sur les travaux du métro. Toute cette emprise-là, c'est une emprise qu'on avait visitée, qu'on imaginait pour Nuit Sonore et qu'on n'a pas pu utiliser tout simplement parce que ça ne marchait pas dans les interstices de calendrier de travaux. Mais ça a été aussi toute l'histoire de la construction du festival, c'est travailler avec la SEM Lyon-Confluence, mais aussi par exemple, ça peut être avec la SPL de la Pardieu, hein. C'est travailler avec les aménageurs pour voir dans quelle mesure il peut y avoir des bâtiments, des usines, des lieux comme ça qui peuvent être disponibles en transition et comment est-ce que nous on peut avoir l'opportunité de s'en emparer, de les ouvrir et d'en faire des lieux un peu exceptionnels en fait, mais en effet éphémères puisque on les exploite simplement la durée du festival. Je vous remercie. Vincent Carry peut-être. Oui, non, une précision justement sur cette relation entre éphémère et pérenne, puisque c'était la question que vous posiez, Valérie. C'est le fait que non, il y a bien eu des installations pérennes dans les lieux d'abord éphémères et même un certain nombre, puisque aujourd'hui, Nuit Sonore a créé un lieu de musique électronique qui est ouvert toute l'année, presque 365 jours par an, qui s'appelle Le Sucre et qui est justement niché sur le toit de cette fameuse usine sucrière ex-entrepôt des sucres depuis 10 ans, depuis 2013, que nous avons aussi créé un lieu pérenne avec LFA d'ailleurs également à la piscine, qui n'a pas survécu aux années Covid, mais qui a été un lieu de restauration. Et puis, même un grand projet qu'on a fait émerger en 2018 autour de H7, Hôtel 71 et le Food Court Hit, qui sont 3 lieux qui sont dans une ancienne usine utilisée par Nuit Sonore, en l'occurrence la Halle Girard, qu'on a utilisé dans plein de configurations différentes, puisque le marché d'intérêt national a été probablement le terrain de jeu qu'on a le plus tourné dans tous les sens pour construire différentes éditions de Nuit Sonore. On va dire 2 cycles de 3 ans dans 2 configs très différentes. Mais en tout cas, voilà, donc il y a bien eu des inscriptions pérennes et dont certaines aujourd'hui sont, j'allais dire, tout à fait au centre de ce qu'Artifarty continue à faire au quotidien. Je vous remercie de cette précision, vous avez raison. Thierry Cabécas ou Caracas, je ne sais pas comment, voilà, Caracas. Donc vous êtes le régisseur général de Nuit Sonore. Antoine Trolla me disait que vous êtes le régisseur voilà, en majuscule. Hein, donc ça doit être vrai. Donc justement, vous êtes au cœur de ces transformations qui doivent s'opérer pour le Festival Nuit Sonore en particulier. Et donc c'est un effort que moi j'imagine très colossal. Il y a des temporalités qui sont cernées. Hein. Le festival va ouvrir. Là, on connaît les dates de 24 par exemple. C'est clair, net. On est déjà, la programmation est lancée. Enfin voilà, oui. C'est une course. Et puis votre objectif à vous, forcément, c'est dans l'espace que vous allez investir, c'est d'avoir la meilleure scène, le meilleur son. Enfin, c'est d'arriver à trouver les conditions d'accueil aussi des publics. Et puis évidemment, il y a comment le public arrive là, puisque on peut être effectivement dans des lieux qui ne sont pas forcément que en presqu'île à Lyon et heureusement. Donc comment vous travaillez face à cette course temporelle, cette fenêtre assez courte sur laquelle vous devez vous projeter dans un objectif évidemment qualitatif. Bon, tout d'abord, on est une bonne équipe technique pour gérer tous ces différents aspects. On vient tous du monde du spectacle ou de l'événementiel, donc ce qui fait qu'on a une certaine agilité par rapport à plein de sujets que d'autres entreprises n'auraient pas forcément, ou d'autres méthodes de travail. Après, c'est extrêmement simple. Entre le moment où on nous révèle les lieux, donc avec plus ou moins de délai, après, on met en place... En fait, le monde du spectacle est un monde ultra normé, en fait, de toute façon. Donc nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de faire rentrer cette norme un peu au chausse-pied dans des endroits qui ne sont pas faits pour.
Donc c'est toujours sujet à débat avec les archis qui voudraient avoir des espaces plus développés de leur côté, mais malheureusement, le monde du spectacle est ultra contraint. Donc on finit toujours par avoir une scène, du son, de la lumière, de la vidéo, et on a du mal à sortir de ce schéma, en fait. De mon point de vue, on a beaucoup trop de mal pour sortir de ce schéma, mais bon, ça c'est un autre sujet. Et autrement, il y a vraiment deux aspects il y a trois grandes phases dans ces projets, quand on arrive dans les grands lieux, comme les grands locaux, par exemple, voilà. Donc il y a l'aspect, le bâtiment. Donc comment est-ce qu'on peut l'occuper afin que le public ait une bonne expérience des spectacles qu'on fait, parce que quand même la finalité, c'est que le public voit les artistes et en profite. Après, il y a toute la partie technique pure, et après, il y a toute la partie accueil, sécurité et toutes ces choses-là qui sont un gros sujet chez nous. D'autant plus que c'est des choses où Nuit Sonore a beaucoup progressé et il y a beaucoup travaillé. Donc, c'est vraiment... je ne sais pas bien comment le formuler, mais le plus compliqué pour nous, en fait, c'est le ratio temps-travail. Parce que vraiment, quelquefois, on se rapproche plus du BTP que du spectacle vivant, par exemple. Oui, mais justement, est-ce que ça n'a pas évolué dans le temps? Je ne connais pas les délais exacts, mais par exemple, si on prend l'exemple des grands locaux, vous savez, donc on sait que Nuit Sonore se déroulera aux grands locaux en mai 2024. Vous avez pu mettre un pied dans ce lieu avec l'assurance que Nuit Sonore s'y déroulera et donc commencer à y travailler, se projeter, etc. Quand? Et je me tourne aussi bien vers vous, Caracas, que vers LFA. Quelle était c'est quoi le temps que vous avez? Antoine Renard. Et du coup, les grands locaux, effectivement, comme le disait Frédéric Joly, c'est depuis longtemps que le festival tourne autour, que différents acteurs culturels tournent autour, et que ce site avait été identifié. D'abord identifié sur sa partie sud, qui a été démolie, et maintenant sur la partie nord, qui a été libérée récemment par la SNCF. Donc du coup, c'est à peu près depuis 1 an qu'on a connaissance de la volonté d'investir ce site, mais c'est depuis un temps beaucoup plus restreint qu'on y a accès réellement et où les choses commencent à s'organiser concrètement. C'est-à-dire à peu près là en septembre. Mais par contre, je voulais rebondir sur des choses intéressantes que Caracas a évoquées justement par rapport à la question des lieux qui ne sont pas faits pour, et la question du transitoire qui a été évoquée avant, où en fait finalement, et la pérennité des lieux ce qui est intéressant dans la transformation de ces lieux ou dans les essais qu'on peut mener dans ces espaces-là, grâce à une certaine culture alternative, ça permet, il nous semble, de construire la ville de demain, de donner des éléments de réponse à ce que pourrait être cette ville. Et c'est intéressant effectivement de voir que certains éléments se construisent dans la continuité et dans une certaine pérennité. Et pour l'architecte de travailler dans des espaces qui ne sont pas faits pour, de permettre de faire entrer des gens dans des espaces qui ne sont pas faits pour, ça lui donne une certaine capacité d'innovation, d'expérimentation, qu'on essaye d'appliquer dans les projets, dans nos projets plus standards, entre guillemets. Et c'est ce qui nous enrichit dans cette collaboration, c'est finalement que notre expérience de l'architecture alimente la question de l'événement, mais la question de l'événement construit la pensée pour les propositions architecturales qu'on peut faire. Vous pouvez... Oui, peut-être Vincent Carry, oui. Oui, rebondir là-dessus. Alors déjà sur la question du temps, parce qu'elle est à nouveau, c'est le sujet qu'on essaye d'aborder, mais il y a une forme d'élasticité qui est assez impressionnante, puisque la première visite de ce qui s'appelait le Technicentre SNCF de la Mulatière et qui s'appelle aujourd'hui les Grands Locaux, et d'ailleurs la façon de nommer les choses est aussi un sujet, dans ces lieux qui ont une longue existence, notamment industrielle, et puis qui ensuite vont avoir une sorte d'interstice no man's land, et puis qui ensuite vont devenir autre chose, par exemple un lieu culturel éphémère ou plus pérenne. 11 ans, la première visite, c'était il y a 11 ans. Donc c'est infini, quoi. C'est délirant.
11 ans plus tard, d'abord, c'est des visites un peu confidentielles, pour ne pas dire clandestines parfois. On se débrouille pour aller voir ça avec une curiosité un peu opportuniste quand même. C'est-à-dire que nous, on a toujours essayé d'avoir 2-3 coups d'avance dans l'histoire de Nuit Sonore, parce que il nous est arrivé aussi d'être au bord du précipice, vraiment au bord de la falaise, et de n'avoir pas de solution, ou des lieux annulés quelques semaines avant. Donc la contraction du temps pour les équipes qui doivent mettre en œuvre, elle est parfois encore plus trash que celle qui est évoquée là par Caracas, par Laurent, par Antoine. C'est des fois vraiment très, très, très fortement sous tension. Et rebondir également sur ce que dit Antoine, parce que je trouve que ça marche aussi dans l'autre sens. Pour nous, ça a été passionnant. Je trouve hyper intéressant ce que dit Antoine sur la façon dont tous ces prototypages, ces expérimentations dans des sites en transition avec un événement culturel comme Nuit Sonore commencent à nourrir aussi leur réflexion d'architecte. Nous, le fait de travailler ces questions d'architecture a aussi fortement nourri notre imaginaire d'acteurs culturels et a changé. On a eu beaucoup de chance de se rencontrer, en fait. Ça a été, il y avait ce lien avec l'école d'architecture qui a été important, qui a été évoqué par Laurent tout à l'heure, avec Patrice Moore, etc. Il y a eu le fait que moi, j'ai été dans votre jury de fin d'études, enfin dans celui de Laurent, pardon. Donc ça a créé un lien, et puis il y a eu ce premier événement en effet dans le centre d'échange de Perrache avec les jardins de l'Élac, et je me souviens de la foule qui investissait les escalators de Perrache, et là on se disait on est vraiment en train de toucher un truc hallucinant. C'est leur regard qui avait permis ça. Et il y a peut-être une terminologie qu'on n'a pas encore employée, mais qui est que Nuit Sonore, c'est quand même, il y a une dimension création numérique qui est très liée aux musiques électroniques, et donc qui vient sur le champ du visuel, et donc de l'habillage de ces lieux aussi, tout ce qu'on a appelé pendant des années, on ne l'appelle plus comme ça maintenant, mais le room design, le stage design, etc. C'est-à-dire quelle expérience on propose au visitorat, de quelle façon on va les plonger dans une forme d'immersion. Et Nuit Sonore, pour beaucoup de gens, à la fois, la semaine du festival est une grande bulle, une sorte de bulle. Les gens rentrent là-dedans, vont vivre une expérience totalement inédite, différente de leur quotidien. Et d'ailleurs, on a eu des retours extraordinaires de ce point de vue-là. C'est souvent comme ça qu'on nous a raconté l'expérience vécue de Nuit Sonore. Et puis, rentrer en immersion aussi dans un lieu en particulier. Et ça, c'est le travail qu'on fait ensemble. Et où les artistes, pour rebondir aussi sur ce que disait Jean-Philippe Aubanel tout à l'heure, ont une place extrêmement importante, parce que pour construire ce stage design, ce room design, etc., on a fait appel, en lien avec LFA, à des artistes de la scène numérique, à ce qu'on appelait dans les années 90 des VJ, dont on s'est assez vite débarrassé pour finalement y revenir. Mais en tout cas, des artistes du champ de la création numérique au sens le plus large, des designers, des graphistes, des liens extraordinaires avec Superscript à Lyon, avec les équipes de trafic, avec beaucoup de designers aussi d'autres horizons. Alors justement, je voulais élargir la discussion autour de cette question de l'hybridation qui est en effet au cœur de l'ADN de Nuit Sonore, mais qui est aussi au cœur de la fabrication d'un festival, et notamment avec cet objectif expérientiel, parce que je crois que le terme est tout à fait juste, où on doit hybrider donc des questions d'espace, des questions de son, des questions de design en général, des questions de ce festival qui se ponctue dans la ville, et en même temps chacun il va aussi doit jouer avec des questions de temporalité, on en a parlé, le festival doit ouvrir à telle date, des questions de communication, enfin ça on les connaît bien, mais aussi des questions de rentrer dans la règle, en tout cas peut-être avec une forme de plasticité, mais il faut répondre à des règles de sécurité tout à fait normales pour assurer évidemment au public tout ce qu'il faut assurer. Donc justement, cette articulation permanente qui doit être effectuée tout au long de cet amont du festival, sans compter la question de la programmation évidemment, mais comment vous fonctionnez ensemble, puisque j'imagine dans ce temps, c'est 6 mois, c'est 11 ans. On voit bien qu'on rebondit avec le sujet de l'ouvrage que nous préparons avec l'EFA. Enfin, voilà, comment vous fonctionnez pour
travailler ensemble, parce que vous êtes obligés de travailler ensemble. Hein. Il faut que les questions d'espace, de sécurité, de scène, de son, tout ça, il faut que ça marche. Hein. Il faut pour proposer une expérience qu'on espère la plus importante à un public qui est de plus en plus nombreux. Enfin, je crois que vous avez dépassé les 100 000 visiteurs pour l'édition 23. Donc voilà, ça fait beaucoup de monde. Laurent Gorbert. Oui, du coup, c'est un peu une question évidemment centrale hein, qui occupe nos esprits avec Antoine et puis chez LFA et puis qu'on évoque depuis le début de la discussion, c'est cette question de rapport entre intensité et temporalité où on est évidemment notamment sur le projet Nuit Sonore, sur un exercice en termes d'architecture, parce que nous, on choisit évidemment et on occupe cette posture d'architecte. C'est l'exercice qui est à la fois le plus récréatif et à la fois le plus exigeant sur cette question de rapport entre espace et temps, avec cette dimension expérientielle qui est extrêmement intéressante et importante pour nous. Et Caracas disait tout à l'heure qu'il y avait un peu ce rattrapage de la norme du spectacle, mais je pense que peut-être qu'il est trop modeste pour se rendre compte aussi que cette formule qu'on a aujourd'hui et qui est évidemment qui naît d'un travail collectif, de regards croisés, d'intuition aussi qui ont évolué en fonction de la maturité aussi qu'on a acquise dans toutes ces années-là avec nos différents projets professionnels et puis ces projets culturels. Notre objectif commun, c'est de créer des lieux autres, des formes d'hétérotopie où on a comme ça des lieux qui trouvent de résonance dans un état dans des esprits qui sont ceux de l'architecte, mais également évidemment celui du public, avec derrière cela l'interrogation qu'on se pose toujours sur le positionnement et le rapport entre l'acteur et le spectateur. Caracas occupe cette position centrale, hein, justement, d'être sur la scène pendant les représentations musicales et en même temps d'être des mois avant avec nous en train de réfléchir à la grande échelle. Et donc, du coup, il y a ces entrelacements permanents entre temporalité, intensité et puis enjeux culturels qu'on a tous et chacun, et puis les intérêts qu'on sert aussi évidemment sur le modèle économique du festival, sur notre capacité aussi à faire avec la norme, avec les contraintes, tout en proposant quelque chose qui soit, je dirais, très puissant en termes d'expérience. Antoine ? Oui, et il y a, pour compléter, il y a la question du faire, parce que lorsque vous nous avez rencontrés, vous avez évoqué cette question du faire et de faire en marchant. Et finalement, ce projet est tout à fait dans cette veine-là, parce qu'on fait en marchant, on apprend en faisant, et il y a besoin d'énormément de confiance dans cette relation-là, économique, technique, en termes de temps. Et cette confiance, elle construit encore une fois la démarche de l'architecte, puisque l'architecte a besoin d'un dialogue constant avec toute son équipe. Et finalement, ça devrait être peut-être la règle dans l'ensemble des projets d'architecture. Donc, c'est-à-dire une réelle confiance et un échange constant avec une équipe. Et une capacité aussi à changer, à s'adapter. C'est-à-dire que, comme vous l'avez dit, il y a une date qui est figée. Il y a aussi une économie qui est figée. Et finalement, le monde de la culture peut-être a initié ces questions de tension calendaire et économique avant les autres, que maintenant tout le monde subit. Et du coup, ça nécessite de manière plus générale, au-delà de la question du monde de la culture, à l'architecte de faire avec et de faire en marchant. Donc du coup, comme je le disais, c'est-à-dire de pouvoir adapter pendant le projet et pendant le chantier son projet, c'est-à-dire de pas être dogmatique, de savoir faire des concessions, de savoir s'adapter rapidement, tout en faisant confiance à des équipes techniques parfaitement qualifiées pour adapter le lieu et lui permettre de jouer et finalement pour la finalité étant que le festivalier vive une expérience marquante avec un artiste et avec une scène musicale qui doit pouvoir jouer dans les meilleures conditions. Je pourrais rajouter quelque chose sur le fait de faire en marchant et dans cette relation qu'on a à croiser les expertises. Elle a aussi
Elle est variable en fonction de la façon dont on a occupé ou pas, ou comment est-ce qu'on investit un nouveau site, par exemple. Il est certain que cette année 2024, elle va être beaucoup plus compliquée à mener que l'année dernière, par exemple, même si c'était nos 20 ans et même si c'était une édition à fort enjeu. L'année 2024, elle est compliquée tout simplement parce que c'est la première fois qu'on va dans les grands locaux. Et donc, notre travail de va-et-vient, d'expertise, de compréhension de comment le site va fonctionner, comment est-ce qu'on va, où est-ce qu'on va mettre les scènes, comment est-ce qu'on va faire circuler les publics, comment est-ce qu'on va disposer nos services au public, les espaces de bar, les espaces de repos, les espaces hors son, etc. Tout ça sont des discussions qu'on a entamées à peu près en juillet déjà. Et qu'on continue d'avoir. Alors évidemment, le temps va faire qu'on va être obligé de figer un certain nombre de scénarios et puis qu'on va petit à petit déposer des notices de sécurité qui vont tout graver dans le marbre. Mais le gros défi, c'est qu'on ne saura pas si ça fonctionne avant le jour de l'ouverture des portes. Oui, parce que je précise que vous êtes les premiers. Ce festival va inaugurer ce site qui jusque-là n'a jamais été ouvert au public. Oui, et de toute façon, quoi qu'il en soit, notre propre exploitation, notre propre dispositif sera singulier. Ce sera le nôtre, il ne sera pas duplicable nécessairement par d'autres équipes. Donc on va savoir comment ça fonctionne le jour où on ouvre les portes. Donc en 2025, on aura déjà capitalisé sur cette expérience-là qui fait qu'à un moment donné, nos expériences croisées, nos expertises vont faire que faire en marchant sera déjà un peu plus facile. On pourra corriger des choses qu'on aura ratées cette année, etc. Et je pense que depuis 20 ans, on est rompu à cet exercice-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne me viendrait pas à l'idée d'implanter des scènes sans en parler aux archis, sans en parler à Caracas. On n'est pas, nous, en train de se dire on va les mettre là, 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 là. En revanche, quand on a une première proposition qui nous est amenée et qu'on a envie de la défier parce que pour des questions de circulation, pour nos sensibilités, on n'est pas forcément OK, d'accord ou sûr, c'est là où c'est extrêmement précieux d'avoir cette confiance et cette relation de longue date, parce qu'on sait qu'on va pouvoir tirer le meilleur de toutes les parties prenantes, en fait. Et c'est là où aussi Carac peut être des fois un peu humble, c'est qu'ils ont une équipe qui a une forte expertise dans le spectacle vivant, mais c'est aussi des gens qui savent trouver les solutions pour apporter vraiment la réponse la plus adaptée à notre cahier des charges, à notre envie, à notre désir de faire du lieu un lieu avec la meilleure expérience, en fait. Vincent Carry, j'avais l'impression, je vous remercie Frédéric Joly, que vous vouliez ajouter quelque chose. Ouais, c'est tout à fait en complément de ce que dit Frédéric, mais c'est vrai que cette adversité, parce qu'il y a une dimension très humaine dans tout ça. En fait, le vertige qu'évoque Frédéric vis-à-vis de ce petit saut dans le vide que représente l'ouverture des portes d'un nouveau site, quand on est à quelques heures de cette ouverture et qu'on se dit est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va prendre, est-ce que les gens vont comprendre ce qu'on a fait, le site, etc. C'est quand même un petit vertige. Alors après, il se trouve que c'est la 8e fois qu'on le vit seulement pour ce qui concerne le site principal, parce que par ailleurs, on parle du site principal en parlant des grands locaux et de tous ces sites qu'on a investis, souvent en étant les premiers, quasi systématiquement d'ailleurs. C'est le cas pour la Sucrière, pour Fagor, pour Esseli, pour même les usines Brossette, etc. Donc ce vertige, on le connaît bien. Et c'est vrai que c'est une dimension très humaine qui y répond, c'est la solidarité, le partage d'expérience et de savoir-faire. Et de ce point de vue-là, on a eu beaucoup de chance de rencontrer Laurent Antoine, mais on a aussi eu énormément de chance à l'aube de la 3e édition de rencontrer Caracas, de rencontrer Christophe Doucet, de rencontrer ensuite Philippe Pazin, de rencontrer l'équipe technique qui est venue en fait, aider le festival à changer de dimension. Parce que on était quand même des sacrés autodidactes et une belle bande de frics qui avaient quand même des lacunes très importantes dans la gestion de tout ça. Et on a fait plusieurs mises à niveau. Mais il s'est constitué, je pense aussi à Nadège Liégy, Yves Kézerk sur les lumières, etc. Il s'est constitué quand même une sorte de Dream Team. Alors, elle n'est pas éternelle et je suis persuadé qu'il y aura d'autres équipes, d'autres configurations dans les années à venir qui seront tout aussi formidables et même peut-être encore meilleures. Mais disons que celle-ci, elle a quand même vraiment marqué beaucoup de points. Et on a traversé beaucoup d'épreuves, aussi beaucoup de moments difficiles. On a eu beaucoup de réussites. Il y a eu des moments très très forts dans la réalisation de Nuit Sonore. Il y a eu des moments d'émotions partagées et de fierté partagée très intenses. Et ça, c'est ça qui constitue la confiance, quoi. Et je suis en 100% d'accord avec Antoine et avec ce que disait Fred aussi. Sans cette confiance, Nuit Sonore ne pourrait pas être ce qu'il est aujourd'hui. Ce ne serait pas cet exercice-là, quoi, clairement.
Oui, puis on voit bien que vous connaissez depuis très longtemps, que vous continuez à travailler ensemble, donc on imagine bien qu'il y a une confiance quand même qui s'est créée. Caracas, une dernière chose sur cette question du rapport entre l'espace, la scène et le public. Il y a eu plein d'expérimentations. Je pense, j'ai plein de choses en tête, aussi bien pour Nuit Sonore, mais dans d'autres lieux dans le monde, et puis aussi sur la question des espaces, de l'architecture de la musique. Hein. Je pense à des opéras, des philharmonies, etc. C'est pas des sujets anodins. Voilà. Est-ce que vous sentez que le public qui est le vôtre, qui est celui de, même s'il est mouvant, hein, même s'il s'élargit, se recompose, etc. Est-ce qu'il y a un rapport justement à cette musique électro qui demande une attitude particulière par rapport à justement la scène, plus d'horizontalité, enfin voilà. Est-ce que les pratiques ont changé? Est-ce que vous sentez une demande différente sur ces 20 années, enfin 17 années donc De mon point de vue, je pense que ce qui a le plus changé, c'est vraiment la position des musiciens par rapport au public. Je pense que vraiment, la musique électronique, ça a vraiment désacralisé le côté on a un groupe à 2 mètres de haut qu'il faut bien qu'on voit, qui est bien mis en avant, qui a en gros de grosses images de la tête du chanteur, toutes ces choses-là. Donc ça a vraiment changé. Et plus ça avance, plus on noie les artistes dans le public, en fait, pour essayer, dans la limite, de ne faire qu'un avec eux. Et je pense que c'est vraiment ça qui a beaucoup évolué dans le monde du spectacle. Après, sur le reste, la technologie a beaucoup changé, il y a beaucoup de choses, mais dans la musique électronique, ça a vraiment fait avancer cette partie-là, pas de mon point de vue. Hein. Oui, mais parce que comme on parlait d'expérience, justement, c'est pour ça que peut-être la demande du public et des musiciens aussi, hein, enfin, ou des DJ, hein, elle est un peu différente dans cet aspect expérientiel et moins de frontal, quoi. Tout à fait. Mais je pense que vraiment, de mon point de vue, les attentes du public ont changé sur... quand ils viennent à une nuit sonore, entre guillemets, ils viennent voir une esthétique et ils viennent passer une bonne soirée parce qu'ils pensent que les line-up seront bien construits et ainsi de choses. Pour le coup, il y a moins ce côté où ils viennent voir un nom, une tête d'affiche ou je ne sais qui. Donc c'est pour ça aussi qu'on peut se permettre, entre guillemets, de moins les mettre en valeur, de plus les mettre au niveau du public et de privilégier le son vraiment, le cœur de ce pourquoi on fait une nuit sonore en fait, plutôt que, encore une fois, des grands écrans, des reprises vidéo de partout, et ce qu'on peut voir, par exemple, dans des stades, des choses comme ça, ou même des concerts à la halle. C'est vraiment une autre envie, et je pense que le public, pour le coup, de nuit sonore, y adhère facilement. Donc pour vous, peut-être que les nuits sonores, c'est un peu un cadeau, parce que c'est, même si c'est très serré en temps, budget, etc., mais peut-être vous avez une liberté. Ça fait rire tout le monde. C'est un cadeau, en vrai. Je ne sais pas si le mot cadeau est bien le mot, mais... Non, mais tu enverras ta réponse par mail. Voilà, je crois que c'est bien, ouais. Non, mais en termes de travail, c'est vraiment dur. Après, ce qu'il y a de bien, c'est que ça permet de fédérer vraiment des équipes et des méthodes de travail qu'on n'a pas ailleurs. Ça, c'est certain. Après, en termes de travail, c'est quand même très différent et assez difficile. Exigeant. Voilà. Exigeant. Mais je crois que tout le monde est un peu exigeant autour de la table. Jean-Philippe Aubanel, alors c'est un énorme sujet, mais en fait, ça va être sûrement une réponse rapide. On parlait de différents régimes d'expression, hein, puisque on parle de musique électronique, mais on parle de design, on parle d'architecture, on parle de la ville, mais on parle de cette question expérientielle autour d'un objet. Mais on voit bien qu'on est dans une communauté, des arts, hein, des expressions culturelles. Et cette question de l'art en situation non standard, c'est-à-dire tel qu'on a pu l'imaginer dans des lieux, pour la musique, un théâtre, un opéra, une philharmonie ou un musée. Enfin, vous voyez, cette question-là, est-ce qu'elle vous paraît très centrale que les industries créatives, les arts en général, fassent un peu le forcing pour aller dans des lieux où on ne les attend pas nécessairement? Est-ce que c'est impératif pour l'art lui-même, finalement, d'aller au contact et de ne pas forcément rester tranquillement dans des lieux qui lui sont totalement désignés? C'est dur comme question. Et tout à l'heure, j'ai entendu le mot culture. Et toi, tu prononces le mot art. Mais parce que vous êtes artiste. Alors, en ce qui me concerne, la culture, c'est pour tout le monde. L'art, c'est l'exception. Ça, c'est ton avis personnel.
Après, le choix de l'endroit, le choix géographique de l'endroit, moi je suis issu depuis longtemps d'une génération qui cherchait ces endroits, je ne veux pas prononcer des gros mots qu'on ne dit plus maintenant, mais les endroits underground, les endroits habités parce qu'ils étaient inhabités. Des endroits où on découvre les choses, des endroits où le mystère est encore là. Il y a eu des machines, il y a eu des gens. C'est un style d'investissement dans l'espace qui me paraît, moi, assez banal, mais qui me paraît nécessaire, qui correspond justement au concept de travail, d'essai, d'expérimentation. Je pense que s'ils étaient effectivement... leur pratique, je parle de tout le groupe, ne peut vivre que dans des endroits comme ça. Moi, je ne les vois pas à la Halle. Enfin, ça serait peut-être très intéressant, mais c'est peut-être parce que... il y a une compression dans le temps, il y a une urgence, j'aime pas ce mot, mais j'en trouve pas d'autre. Il y a une compression-expression. Hop, ça se cale dans le temps et 2 heures avant l'ouverture, tout le monde est stressé, les choses sont en place, pas en place, mais le lieu, effectivement, moi, ça me semble... de l'ordre de la banalise, c'est assez banal, c'est forcé, ils sont forcés de trouver des endroits qui, dans la ville, n'ont pas été exploités ou sont des endroits délaissés, les délaissés de l'industrie, de la chimie, en ce qui concerne les nouvelles... vous allez dans le sud de Lyon, c'est ça C'était quoi le... À Oulin. À Oulin, Mulatière. Oui, alors la Mulatière, bon, ben voilà, c'est des endroits que... je ne sais pas comment dire. C'est des endroits qui sont forcément autorisés pour ce genre d'expérimentation, à mon avis. Hein. Donc ça correspond... c'est pour eux. C'est pour eux. C'est leur terrain de jeu. Et c'est vrai que le mot essai expérimentation, il a été prononcé plusieurs fois. Ça peut paraître banal, mais... moi, je trouve ça extrêmement stimulant. Je trouve que ça aiguillonne, quoi. C'est une énergie. Ça aiguillonne, et puis je crois qu'on l'a vu dans beaucoup de travaux scientifiques, la question de faire l'expérience, notamment dans l'année post-Covid, hein, enfin, ça a été une demande très importante. Donc, je suis heureuse que vous en proposiez. Je voudrais terminer par un tour de table justement sur ces grands locaux que certains ont vus il y a 11 ans, certains ont vu il y a peut-être moins de temps, que nous donniez votre premier sentiment quand vous arrivez dans ce site, et pas simplement l'architecture de ce site tel qu'il est, hein, c'est un site SNCF, mais à la Lumatière, c'est-à-dire qu'on franchit le Rhône. Hein, ça aussi, c'est une expérience que fera le public. Je ne sais pas, Vincent Carré peut-être. Pour rebondir, avant de répondre à cette question sur ce que disait Jean-Philippe, pendant très longtemps, on a eu un cauchemar chez Artifarty, c'était l'idée d'être obligé de faire Nuit Sonore à Eurexpo. Voilà. Et c'est pour noter la dimension... Mais ça vous est jamais arrivé? Non, bien sûr que voilà. Non, ce que je veux dire, d'être au bord, d'être obligé de faire... Voilà, non, c'était un cauchemar. C'est pour ça qu'il ne s'est pas réalisé. On s'est employé à ce qu'il ne se réalise pas jusqu'à présent. Mais c'était pour montrer la dimension un peu contre-utilitariste. Parce que Eurexpo, a priori, sur un certain nombre de critères, coche un grand nombre de cases. Il y a les mètres carrés, il y a la sécurité, on peut accrocher tout ce qu'on veut, les espaces d'accueil sont là, il y a des parkings, des transports en commun, etc. etc. Donc évidemment qu'il y a une quête sensible dans la nature des lieux qu'on va occuper. Et je pense au travail colossal aussi qu'a fait, parce qu'on l'a pas encore cité, et c'est à mon avis très important de le faire, qu'a fait Pierre-Marie Houlion dans l'histoire de Nuit Sonore, parce que c'est aussi, il y a plusieurs personnes dans l'équipe qui avaient, à travers leur parcours d'études, travaillé justement sur cette question de relation de nos sujets avec l'environnement artistique, l'histoire de l'art. Je pense à Violaine Didier aussi, évidemment, qui a fait ce parcours-là et qui a apporté beaucoup sur les questions esthétiques. Pierre-Marie, vraiment, a amené aussi un soin particulier à donner, dans ses réflexions, dans ce qu'il a amené en tant que DA, un lustre extraordinaire à ces lieux. Et ça a fait partie aussi, la DA a toujours été pleinement partie prenante
Et on aurait pu penser qu'elle était cantonnée à la question de la programmation. Elle a toujours été pleinement partie prenante des questions sur le fait d'occuper ces lieux. Ça, c'est très important. Et puis donc, évidemment, les grands locaux, c'est l'anti-Eurexpo, parce que c'est un lieu qui est peut-être l'un des plus impressionnants qu'on ait eu l'occasion de voir. Alors le Rhône, on l'a passé plusieurs fois dans tous les sens, à Gerland, en revenant, Presqu'île, Gerland, Confluence... on a même traversé la Saône. Je crois, mais dans l'imaginaire, je pense, du public, des Lyonnais ou d'autres, bien sûr, cette question de la mulatière, c'est vraiment un franchissement très particulier. Je pense qu'avec un sentiment de très grande distance qui n'est pas réel. Hein. Non, alors c'est vrai que la distance, elle est souvent... elle fait plutôt partie de l'imaginaire, hein, parce que c'est ce que disait... Frédéric tout à l'heure par rapport au transborder, c'est vrai que Confluence ça paraissait très loin avant et aujourd'hui ça paraît plus du tout loin. Bon, ça dépend quand même beaucoup aussi des transports publics et je trouve que le métro est à la porte d'entrée du technicentre SNCF de la Mulatière et donc des grands locaux, vraiment à l'entrée du site. Et Nuits Sonores a, et ça c'est vous qui l'avez dit tout à l'heure, souvent suivi les mouvements de la ville et la façon dont la ville s'est transformée. On a suivi des lignes de transport, je me souviens... du parc Bazin, par exemple, dans l'Est lyonnais, où on était allé précisément parce que la ligne de l'Est, la ligne de chemin de fer de l'Est, qui n'était plus une ligne de transport de voyageurs, mais une ligne de transport de marchandises, se transformait en tramway. Et on était allé là-bas à ce moment-là, par exemple. C'était très symptomatique. Évidemment, tout ce qu'on a fait dans tous les quartiers. Et là, aujourd'hui, je pense que c'est l'endroit où on doit être. C'est très intéressant parce que la Confluence a été notre terrain de jeu. On va encore un peu plus au sud. Il y a ces espaces, ils sont extraordinaires, mais je pense qu'effectivement, pour les équipes techniques, production, mise en œuvre de ce projet, c'est un peu vertigineux, parce que c'est un site qui impressionne, clairement. Mais on est super hâte. Frédéric Joly, Caracas, LFA, donc ce site. Jean-Philippe Aubanel, je ne sais pas si vous le connaissez. Si ? Le technicentre oui. Oui. Et ben voilà, un dernier tour de table sur une espèce de premier sentiment, hein, qui n'est pas forcément le vertige à aborder pour les mois qui sont devant vous. Moi, ça me projette dans la 3e décennie de Nuits Sonores, totalement. On a clôturé nos 20 ans à Fagor, dans un endroit qu'on a beaucoup exploité, qu'on a retourné dans tous les sens. On a ouvert plusieurs salles à l'intérieur. On a même utilisé ce canyon magique pour y faire un sound system. Enfin, on a tout essayé dans ce site. Et les grands locaux, c'est vraiment une nouvelle page blanche avec un potentiel dingue, parce qu'en effet, le territoire et l'emprise est énorme. Donc, la perspective de pouvoir y faire beaucoup de choses, oui, un petit vertige, mais on est bien armé avec l'équipe qu'on a. Donc, on va y arriver. Mais beaucoup d'envie, en tout cas. Et de motivation sur ce site-là. Beaucoup d'envie. Jean-Philippe Aubanel, peut-être ? Qu'est-ce que vous pensez de ce site ? À ce nouvel espace, là, oui. Moi je le vois comme une boîte à outils. Je pense qu'ils investissent d'année en année des boîtes à outils. Donc les architectes n'interviennent pas au départ, ils ne construisent pas un volume, un espace, mais ils arrivent dans un espace, le ready-made, le déjà fait, le déjà fini. Et cette boîte à outils, ils articulent dedans des possibles, comme il vient d'être dit, des lounges, des je sais pas quoi. J'y connais rien, moi, dans ce vocabulaire. Mais ça reste toujours une expérimentation et des essais. Moi, je trouve ça vraiment stimulant. Stimulant, génial. Caracas. Pour l'avoir vu de près, stimulant, je ne sais pas si c'est le mot, mais non, je pense que vraiment, moi, ce qui m'a le plus surpris sur ce site, c'est que c'est exactement comme quand on est arrivé la première fois à Confluence. Dans la préhistoire, Lyon s'arrêtait au niveau de la prison, entre guillemets. Après, c'est une sorte de no man's land qui allait jusqu'au bout. Et ça m'a fait à peu près le même effet. Quand je suis arrivé, j'aurais jamais imaginé, pourtant je suis passé sur l'autoroute des dizaines de fois, qu'il y avait un tel espace, un tel lieu inoccupé. Sur la partie sud de Lyon, c'est même pas en dehors de Lyon, c'est vraiment à la partie sud. Et donc, du coup, oui, je pense que pour les prochaines années, on a pas mal de choses à expérimenter, à essayer, ça c'est certain. Et je pense que pour les festivaliers, ça va leur faire, je pense, ils seront comme moi, même si je suis lyonnais depuis toujours, je n'avais jamais imaginé, encore une fois, qu'il y avait un site pareil
à disposition. Je vous remercie. Oui, moi j'ai beaucoup d'émotions sur ce site parce que, comme le rappelait Vincent, il y a 11 ans, on rentrait par un petit trou dans le grillage et on se faufilait ensemble pour aller visiter le site. Donc du coup, ça fait du bien aussi parce que ça nous rajeunit un peu. Parce qu'en fait, aujourd'hui, le site est tellement vaste qu'on se retrouve à passer sous des portes, pousser un truc et se retrouver dans une toile d'araignée, mais découvrir des espaces gigantesques qui étaient derrière une petite porte. Et donc, du coup, c'est extrêmement enthousiasmant. En même temps, effectivement, ça peut faire peur, à cette échelle-là. Mais je retiens des choses avec émotion parce que ça, comme le disait Frédéric, ça fait un peu passer le projet dans une troisième décennie. Et pour 3 raisons, par rapport à cette échelle dont on vient de parler, qu'on n'a jamais abordée, par rapport à la question de la vision politique d'inscrire ce projet-là dans le temps long, avec une vision de réhabiliter des halles qui peut-être amènerait le festival à investir un lieu dans un temps long. Et donc, du coup, la question de comment l'architecte peut proposer une réhabilitation de ces halles capable d'accepter cette forme alternative de l'événement. Et le troisième sujet qui nous porte, c'est justement de construire cette question de la construction de la ville. Et ici, c'en est un parfait exemple, puisqu'on a des pièces architecturales qui composent un territoire dont on pressent le futur projet urbain et qui fait l'objet d'ailleurs d'un appel d'offres actuel. Et du coup, ces imbrications de l'événementiel, de l'échelle, de l'architecture et de l'urbanisme pour construire la ville de demain, en intégrant les différents acteurs culturels de la ville de Lyon sur ce site-là, est un challenge impressionnant. Laurent Camère, peut-être. Ouais, je crois qu'Antoine a effectivement dit l'essentiel là-dessus. Après, moi, je retiens vraiment cette dimension fictionnelle aussi qu'a le festival dans les lieux qu'il investit, et ce lieu-là, la fiction, là, telle qu'on l'aperçoit déjà, rien que sur ce caractère de l'émotion, de l'ambition, et en même temps des schémas qui se croisent sur les échelles. Jamais on était sur un lieu où il y avait autant d'ambition à la fois sur l'objet culturel, sur les objets culturels, puisque c'est quelque chose qui nous anime beaucoup aussi avec Antoine quand on a fait l'exercice sur Fagerbrand, c'est-à-dire dans un dispositif qui soit aussi pluriel dans le typologie d'événements qui peut accueillir. On parle des biennales, on parle du coup de la danse, on parle de l'art contemporain, on parle du Lyon Street Food Festival, et qui fait rentrer là-dedans une multiplicité d'éléments qui deviennent vraiment d'échelle métropolitaine sur l'objet de pouvoir proposer des cultures, et donc plusieurs fictions là-dessus. Et bon, on est évidemment, quand on voit le lieu, on est plutôt certain qu'il y a plusieurs histoires qui vont pouvoir se raconter à cet endroit-là. Donc maintenant, comme l'a dit Antoine, le tout, c'est de trouver la juste couture finalement et la juste articulation entre ces questions de temps, donc de réflexion là, qui vont d'abord s'étendre sur 2026 à 2030, puis ensuite avec des horizons et des manières de fabriquer la ville qui se percutent et qui se font en parallèle. Donc notre attention et notre souhait, nous, c'est de pouvoir soit conscientiser, soit évidemment d'être le plus acteur possible de ces différentes échelles et ces différentes manières d'investir ce territoire-là. Et du coup, c'est plutôt extrêmement enthousiasmant, quoi. En se disant, je pense qu'on aura plus que peur, on a, je pense, collectivement tous très envie de travailler sur ce sujet-là. C'est super. En tout cas, nous, on est très impatients d'aller dans ce lieu et de découvrir le programme de Nuit Sonore. Et puis, ma dernière réflexion serait, puisque Nuit Sonore accompagne depuis maintenant 20 ans, donc 21 ans, l'année qui vient, ces mutations de la ville, moi, la question que je me pose, c'est l'extension. On est dans un monde d'urbanisation généralisée, donc est-ce que Nuit Sonore va aller plus loin, ou est-ce que peut-être un jour Nuit Sonore sera suspendu sur les toits de la ville ? Habiter ici et le monde. On y parle d'architecture, d'espace urbain et du paysage. De celles et ceux qui y habitent, de celles et ceux qui y travaillent. Des interrelations qui s'y nouent. D'un horizon soutenable pour habiter ici et le monde. Une émission de Valérie Didier.